Salut à tous, bienvenue pour ce 107e numéro des infos dont on parle peu. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro. Avant de commencer, on va faire un petit point sur la cagnotte KissKissBankBank si vous le voulez bien. Alors vous voyez qu'on en est à J-9 aujourd'hui et qu'on est à 39% de l'objectif. Ça va être extrêmement dur d'atteindre notre objectif de 50 000 euros. Je remercie bien sûr les 457 KissBankers qui ont donné à l'agence Infolibre. Voilà. Pour le sommaire de ce numéro, on va parler d'infos internationales. Nous allons parler du dossier syrien, bien sûr. On parlera bien sûr des conséquences, c'est-à-dire la crise des réfugiés. Et nous parlerons également des banques qui continuent de licencier. Dans la partie France, nous parlerons des vrais chiffres du chômage, de la réécriture du code du travail qui est en route, du domaine aérien avec Air France qui fait des profits records. Et nous terminerons par le nouveau ministère de la Défense dont les dépenses sont exorbitantes. Voilà, attachez vos ceintures et on y va. On démarre avec la partie internationale et le dossier syrien bien sûr. Alors les frappes russes continuent sur Daesh et Al-Qaïda en Syrie pendant que la coalition fait une pause. Les Américains et la coalition contre le groupe État islamique n'ont pas mené de frappes aériennes en Syrie depuis 3 jours. Ce calme contraste avec l'activité de Moscou qui indique avoir frappé 94 cibles sur les dernières 24 heures. Le Pentagone juge purement circonstanciel cette retenue, démentant notamment que la coalition puisse manquer de cibles. Je cite : « Nous demandons à nos services de renseignement des cibles que nous pouvons frapper sans causer de dommages civils et nous en avons eu aucune ces derniers jours », a déclaré le porte-parole du Pentagone, le capitaine de vaisseau Jeff Davis. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en train de chercher d'autres cibles. Et il y en aura d'autres, a-t-il ajouté. Et je continue de citer, « Il n'y a rien à lire de ce calme récent », a indiqué un responsable de la défense sous couvert de l'anonymat. « Les cibles ne manquent pas, mais il peut y avoir toute une série de raisons pour lesquelles nous renonçons à frapper, comme le mauvais temps », voilà ce qu'a commenté un responsable américain. Nous nous sommes tous demandé pourquoi la coalition fait une pause dans les frappes sur l'État islamique. Eh bien, nous avons eu un début de réponse puisque le Pentagone a annoncé vouloir envoyer 50 soldats d'élite américains au sol pour former la coalition rebelle. C'est une annonce qui n'est pas passée inaperçue. En pleine négociation internationale à Vienne sur la crise syrienne, les États-Unis vont envoyer un petit contingent d'une 50aine de forces spéciales dans le nord de la Syrie pour participer sur le terrain à l'effort de guerre contre le groupe État islamique. Voilà ce qu'a indiqué vendredi dernier un responsable américain. Je cite, « Le président Barack Obama a autorisé le déploiement d'un petit effectif, moins de 50, de forces d'opération spéciales américaines dans le nord de la Syrie. Ces soldats d'élite au sol aideront à coordonner les troupes locales sur le terrain et les efforts de la coalition pour contrecarrer l'État islamique. » Voilà ce qu'a expliqué ce responsable sans être plus précis. Les quelques 50 forces spéciales seront cantonnées officiellement à un rôle d'assistance et de conseil aux groupes armés rebelles syriens dits modérés et ne seront donc pas directement impliqués dans des opérations de combat. Voilà, donc ces 50 soldats d'élite américains qui ont été envoyés dans le nord de la Syrie pour former les rebelles syriens, on se demande quels rebelles vont être formés. Si on regarde cette carte, regardez, vous voyez à l'écran, elle vient de l'Institute for Study of Wars. C'est une carte tout ce qui est le plus officiel des Américains. Et en regardant cette carte, on voit très bien que la rébellion syrienne, donc l'armée du Syrie libre, occupe une toute petite place dans le nord de la Syrie et une petite place également dans le sud-ouest de la Syrie. Tout le reste, vous voyez très bien que le nord de la Syrie est gagné par les Kurdes, une autre partie par l'État islamique, une autre partie par Al-Qaïda, Al-Nosra, dirons-nous, et bien évidemment une grande partie également de la Syrie, surtout vers l'ouest, est occupée bien par les forces de Bachar al-Assad. Donc on se demande qui va être formé puisque cette petite coalition rebelle ne peut pas d'un côté lutter contre l'État islamique, le Front al-Nosra et également les troupes de Bachar al-Assad ensemble. C'est mission impossible. Nous avons analysé le dossier syrien dans la dernière lettre d'analyse et d'information libre de l'agence Infolibre, la numéro 7 de novembre, que je vous invite à vous procurer sur le site de l'agence Infolibre ou sur la boutique de l'agence Infolibre, boutique.agenceinfolibre.fr. Dans ce dossier, nous avons analysé donc toutes les forces en présence en Syrie. Nous avons analysé les relations diplomatiques franco-syriennes depuis quasiment le début de l'existence de la Syrie. Nous avons analysé également les forces en présence contre Poutine, contre qui Poutine fait sa croisade dans les coulisses. Donc je vous invite, si vous voulez comprendre tout le dossier syrien, à vous procurer notre lettre d'analyse et d'information libre.
Pour terminer ce dossier syrien, notons également que la France a dépêché sur place son porte-avions Charles de Gaulle. Le porte-avions Charles de Gaulle qui doit aider les Français à frapper l'État islamique. Rappelons également que le porte-avions Charles de Gaulle doit être rentré en septembre 2016 en France pour être révisé de fond en comble jusqu'à 2018. L'Elysée a annoncé jeudi dernier le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle pour participer aux opérations contre Daesh à l'issue d'un conseil restreint de défense consacré notamment à la situation en Syrie et en Irak. Je cite, « Le déploiement du groupe aéronaval constitué autour du porte-avions Charles de Gaulle a été décidé pour participer aux opérations contre Daesh et ses troupes affiliées. » Voilà ce qu'a annoncé la présidence de la République dans un communiqué. Ce déploiement va plus que doubler le potentiel militaire français dans la région en s'ajoutant aux 6 Rafales présents aux Émirats arabes unis et aux 6 Mirage basés en Jordanie. Le Charles de Gaulle, un navire de propulsion nucléaire, qui est le seul porte-avions français, est taqué à Toulon pour des opérations d'entretien depuis le printemps. Il avait été déployé pendant 2 mois, du 23 février à la mi-avril, dans des opérations de la coalition internationale contre l'État islamique en Irak. En 8 semaines, dans le Golfe, la vingtaine d'appareils embarqués sur le porte-avions avaient réalisé quotidiennement 10 à 15 sorties de combat, selon l'état-major français. Passons maintenant aux conséquences des guerres au Moyen-Orient, guerres que nous avons provoquées, c'est-à-dire la crise des réfugiés en Europe. Le nombre de migrants entrés en Europe au mois d'octobre a égalé celui qui était enregistré sur l'ensemble de l'année 2014. Voilà ce qu'a annoncé l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Selon cette agence, 218 394 migrants et réfugiés sont entrés le mois dernier en Europe, et un chiffre comparable aux 219 000 comptabilisés sur toute l'année 2014. L'Autriche, de son côté, va édifier une barrière le long de sa frontière avec la Slovénie pour contrôler le flux de migrants. Selon le ministre de l'Intérieur, Johanna Mikl-Lindner, je cite, « Il s'agit d'assurer une entrée ordonnée, contrôlée et non pas de fermer la frontière. » En tout cas, redoutant d'être attaqués par des réfugiés, les Australiens achètent des armes à un rythme accéléré. Plus de 70 000 armes ont été vendues depuis le début de l'année. Dans ce pays qui compte une population de 8,5 millions de personnes, on dénombre environ 900 000 armes à feu dans les foyers, ce qui fait de l'Autriche l'une des nations les plus armées d'Europe. Presque tous les fusils à canon court ont été vendus parce qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'un permis de port d'armes pour les acheter. La Suède, de son côté, est avec l'Allemagne le pays qui accueille le plus de réfugiés et de demandeurs d'asile en Europe. Il en attend jusqu'à 190 000 cette année. Son Premier ministre, Stefan Löfven, a annoncé mercredi 4 novembre que Stockholm allait demander à Bruxelles qu'une partie de ces migrants soit relocalisée dans d'autres pays de l'Union. De leur côté, messieurs Juncker et Tusk lancent un appel au G20 alors que l'ONU est insatisfait des efforts consentis par les pays de l'Union européenne. Stefan Löfven est un fervent partisan de l'ouverture des frontières de l'Union européenne aux migrants qui fuient la violence. Mais son pays, la Suède, est aujourd'hui arrivé, je cite, « aux limites de ses capacités ». En Europe, c'est celui qui accueille le plus de réfugiés ou de demandeurs d'asile proportionnellement au nombre d'habitants. Chaque jour, Stockholm doit trouver entre 500 et 600 nouvelles places en foyer. Le mois dernier, le Royaume a dû donner son feu vert à l'hébergement sous tente, certes pour quelques jours maximum, avant un placement dans des centres en dur. Mais l'hiver s'annonce glacial et parmi les arrivants, il y a tellement de mineurs isolés qu'en septembre, l'Office des migrations suédoises a désigné une ville, Trelleborg, pour les accueillir. Tout cela a un coût et la ministre suédoise des Finances a annoncé il y a 2 semaines que le gouvernement allait devoir emprunter et renoncer à certaines dépenses et réformes. La Suède va donc demander à bénéficier du plan européen de relocalisation des migrants pour qu'une partie de ceux qui arrivent sur son territoire soient renvoyés dans d'autres pays de l'Union. Alors si certains réfugiés vont s'assimiler en Europe, que va-t-on faire des autres? Alors en République tchèque, on a peut-être trouvé une solution puisqu'on veut transformer les gens en bornes Wi-Fi. En l'occurrence les SDF. Donner libre accès au Wi-Fi aux passants qui se promènent dans la rue, une bonne idée sur le papier, mais l'initiative devient problématique quand les SDF sont transformés en routeurs. À Prague, en République tchèque, une association a lancé l'été dernier une campagne de financement participatif pour lever des fonds en ce sens. L'opération s'est soldée par un véritable flop. Sur les 5 500 € escomptés, 338 seulement ont été récoltés. L'association n'a toutefois pas abandonné le projet. En effet, un SDF a accepté d'être équipé d'un routeur. Les personnes qui se baladent en ville à moins de 20 mètres de lui peuvent se connecter à cette borne humaine et avoir un accès à Internet. La technologie utilisée est cependant limitée à 10 connexions simultanées. Parlons d'Israël maintenant, puisque le pays a établi une liste de courses
liste de courses d'armes qu'elle voudrait obtenir de la part des États-Unis. On parle d'une enveloppe de 3,1 milliards de dollars d'armes qui viendraient des États-Unis. Alors il s'agit bien sûr d'une contrepartie par rapport à l'accord nucléaire avec l'Iran qui a eu lieu il y a quelques mois avec le groupe des 5+1 et l'État islamique d'un autre côté. Une nouvelle escadrille d'avions de chasse F-15, des ravitailleurs en vol ultra sophistiqués, des hélicoptères, des appareils de transport hybrides avions-hélicoptères, des V-22, des armes de précision et une aide financière pour le programme de missiles Arrow 3. Voilà une partie de la liste des demandes présentées par Israël aux responsables américains dans le cadre du programme d'aide sécuritaire qui devrait dépasser le montant annuel de 3,1 milliards de dollars. Cette liste a été finalisée lors d'une réunion en fin de semaine dernière à Washington entre le ministre israélien de la Défense, Moshe Yaalon, et le secrétaire américain de la Défense, Ashton Carter. Cette aide exceptionnelle a pour but de maintenir la suprématie qualitative d'Israël pour les prochaines années. Elle a été présentée au président Barack Obama avant la prochaine visite de Benjamin Netanyahou la semaine prochaine à la Maison-Blanche. Toujours Israël, l'armée israélienne a annoncé le 3 novembre dernier avoir fermé la station de radio palestinienne Al-Huria à Hébron en Cisjordanie occupée. Ce média est accusé par Israël d'encourager les attaques au couteau et de diffuser de fausses informations en vue d'inciter à la violence. Les militaires ont saisi le matériel de diffusion pour, je cite, empêcher une campagne d'incitation qui a provoqué une flambée de violence dans la région ces dernières semaines. Voilà ce qu'a précisé le porte-parole de l'armée israélienne dans un communiqué. Un petit mot sur la Chine maintenant, la Chine qui a condamné l'action américaine en mer de Chine méridionale. En effet, des navires américains se seraient approchés à moins de 12 000 d'îlots artificiels réalisés par Pékin. L'ambassadeur américain a été convoqué et on parle de menaces sur la souveraineté du pays. Le navire lance-missile, l'USS Lassen, a navigué dans les eaux entourant les îles revendiquées par la Chine dans l'archipel disputé des Spratleys. Voilà ce qu'a indiqué à l'AFP un responsable américain du ministère de la Défense. Ces manœuvres ont été confirmées peu après par Pékin qui a exprimé sa ferme opposition. Ce navire, je cite, est entré illégalement et sans permission de la Chine dans les eaux entourant ces îlots. Une incursion qui a menacé la souveraineté de la Chine et ses intérêts sécuritaires. Voilà ce qu'a déclaré Lu Kang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Je cite, « Les services concernés, en conformité avec la loi, ont mené une surveillance du navire, l'ont suivi, puis lui ont lancé un avertissement. » Voilà ce qu'a précisé M. Lu, ajoutant que le gouvernement chinois, je cite, répondrait de façon résolue à toute action provocatrice. Le vice-ministre des Affaires étrangères chinois, Zhang Yingzui, a convoqué l'ambassadeur américain à Pékin, Max Baucus, selon l'agence de presse chinoise. Ce sujet a d'ailleurs été analysé dans la lettre d'analyse et d'information libre numéro 4 de l'agence Infolibre. Cette lettre numéro 4, elle, est gratuite. Vous pouvez aller la voir sur le site de l'agence Infolibre. Je vous donnerai bien évidemment le lien sous cette vidéo. On change complètement de sujet maintenant, on va parler des banques qui continuent de licencier. On dit que c'est la reprise, mais apparemment ce n'est pas le cas de la part des banques. Et la banque britannique Standard Chartered, elle va supprimer 15 000 emplois. La banque britannique Standard Chartered, qui est fortement implantée en Asie et souffre de l'essoufflement économique chinois, a annoncé la semaine dernière la suppression de 15 000 emplois et la levée de 5,1 milliards de dollars de capital. Ces suppressions d'emplois font partie d'un vaste plan de restructuration qui va coûter environ 3 milliards de dollars. Voilà ce qu'a indiqué la banque dans un communiqué. Et on termine avec la banque française Société Générale. Ça nous fera une bonne transition avec la partie France. La banque française qui veut supprimer 20% de ses agences dans le pays, ce qui revient à dire une suppression d'emplois également. La Société Générale a dévoilé jeudi dernier son projet de transformation de ses réseaux en France, où elle possède aussi Crédit du Nord et Boursorama, qui se traduira par une réduction de 20% du nombre de ses agences d'ici 2020. Le groupe justifie ce projet par l'évolution du comportement de ses clients du fait de l'irruption du numérique dans leur rapport avec la banque. Société Générale indique ainsi dans un communiqué que la part de ses clients qui se rendent au moins une fois par mois dans une agence est passée de 57% en 2007 à 42% en 2012 et que ceux-ci contactent de plus en plus leurs conseillers par courrier électronique. On démarre la partie France maintenant et on va commencer avec les vrais chiffres du chômage du mois de septembre. Alors, les demandeurs d'emploi par catégorie. Catégorie A, 3 547 800 chômeurs, moins 0,7% sur un mois, plus 3,1% sur un an. Catégorie B, 717 000 chômeurs, plus 1,2% sur un mois, plus 6,3% sur un an. Catégorie C,
1 157 900 chômeurs, plus 1,5% sur un mois, plus 14,8% sur un an. Catégorie D, 279 800 chômeurs, moins 3,5% sur un mois, moins 0,1% sur un an. Catégorie E, 408 800 chômeurs, plus 0,8% sur un mois, plus 3,9% sur un an. Total, 6 111 300 chômeurs hors dom-tom, soit une augmentation de 5,4% sur un an. Au total, dom-tom comprise, on arrive à 6 447 000 chômeurs, selon un rapport de la DARES. Ne sont pas comptés dans ces 6 447 000 chômeurs les 1 449 100 foyers bénéficiaires du RSA, les 1 100 foyers bénéficiaires de la pension d'invalidité, les 1 400 200 droits. Alors si on fait le calcul, au total, on arrive à plus de 10 millions de demandeurs d'emploi en France et de travailleurs pauvres occasionnels. Alors pour contrer ce chômage de masse, on utilise toujours les mêmes recettes depuis X années. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer carrément au Code du travail. Le gouvernement français entreprend de réécrire entièrement le Code du travail. Il se donne 2 ans pour tout réécrire et c'est Robert Badinter, 87 ans, qui va s'y coller. Alors rappelez-vous que le chômage n'est pas conjoncturel mais il est structurel. En effet, par exemple, la part de l'industrie dans le produit national brut français est passée de 24% en 1980 à 14% en 2007 et 11,5% en 2013. Réécrire en 2 ans les 1700 pages du Code du travail, c'est l'ambition fixée par le Premier ministre. Le droit du travail est devenu illisible, a expliqué Manuel Valls. Sa complexité freine l'adaptation des entreprises et protège mal les salariés. Pire, ajoute le dossier de presse, non repris par le Premier ministre, le Code actuel décourage l'embauche. Robert Badinter, 87 ans, qui dans un livre récent dénonçait un code obèse, pilotera une commission destinée à cadrer cette réécriture qui doit être bouclée d'ici 2018. L'objectif est de donner davantage de souplesse de négociation au niveau des entreprises et des branches au détriment de la loi et de l'accord national, mais sans que les premiers puissent primer sur les seconds, insiste le Premier ministre. Pas d'inversion de la hiérarchie des normes en jargon, ce dont Force ouvrière se félicitait avec prudence. Lorsque la réécriture de ce code du travail sera exécutée, il faudra aller bien sûr vérifier quelles simplifications ont été menées et puis ça permettra également aux membres du gouvernement de se remettre un petit peu à jour puisqu'on a vu par exemple que Madame la ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui est passée chez Jean-Jacques Bourdin ces derniers jours, n'a pas été très bonne sur le sujet, puisqu'elle n'a pas su répondre au nombre de renouvellements du contrat à durée déterminée qui était possible dans notre pays. Voilà. Alors sachant que les ministres sont payés 9 940 € bruts par mois, c'est quand même incroyable que notre ministre du Travail n'ait pas été capable de répondre à cette simple question. Une des solutions pour contrecarrer le chômage de masse, c'est bien sûr de former les gens. Mais aujourd'hui, le gouvernement entend former des gens et donner des diplômes nationaux de hip-hop. La commission interministérielle à l'égalité et à la citoyenneté s'est réunie le 26 octobre dernier pour parachever le énième plan sur les banlieues, le lien social, le vivre et se loger ensemble, la diversité, la proximité et autres facteurs indispensables d'une France que l'on espère un jour un peu plus apaisée qu'aujourd'hui. Alors il serait facile d'ironiser, de parler de cautères sur une jambe de bois, des 50 milliards déjà déversés sur les cités, sans que diminue 1 cm² les territoires perdus de la République, qui ne sont pas perdus pour tout le monde. Alors, on parle ensuite, dans ce paysage brouillé et opaque, une illumination le 26 octobre au Mureau. Le ministère de la Culture et de la Communication a instauré un diplôme national supérieur professionnel de la danse hip-hop. On va parler d'aviation maintenant et de Air France KLM pour commencer, pour qui les profits n'ont jamais été aussi énormes que cette année et pourtant on entend restructurer l'entreprise. Le groupe aérien a dégagé un bénéfice d'exploitation de 898 millions d'euros au 3e trimestre. Il s'agit de la meilleure performance trimestrielle de son histoire. Une performance qui conforte les syndicats d'Air France dans le refus du plan de restructuration lancé au sein de la compagnie française début octobre. Toujours dans le domaine aérien, le patron d'Airbus, l'allemand Tom Enders, a appelé à plus de flexibilité du travail. Déjà en Allemagne, le travail est déjà extrêmement flexible par rapport à la France. Plus de flexibilité pour pouvoir accueillir et intégrer mieux les migrants. L'Allemagne, qui s'attend à accueillir plus d'1 million de migrants en 2015, devrait être plus pragmatique et leur ouvrir plus largement son marché du travail, a écrit Tom Enders dans une contribution au journal allemand Süddeutsche Zeitung paru le 26 octobre dernier. Je cite:
Nous devrions avoir le courage de le déréguler, en parlant du travail bien sûr, a poursuivi M. Anders. Prenons pour exemple le modèle mis en pratique aux États-Unis. Je continue de citer. Cela peut paraître difficilement imaginable maintenant, mais aux États-Unis, les migrants sont intégrés avec succès parce qu'on les autorise à travailler très vite après leur arrivée, a poursuivi le patron d'Airbus Group. Alors cette annonce ne vient pas par hasard puisque dans le même temps, la Chine vient de présenter son premier avion susceptible de concurrencer Airbus et Boeing. Alors l'avionneur européen et américain n'ont pas hésité à vendre en même temps qu'ils vendaient des avions à la Chine, à vendre leur technologie. Alors aujourd'hui, la Chine est capable de produire des avions à moindre coût. Bientôt, l'avionneur européen et l'avionneur américain n'auront pas d'autre solution, soit de délocaliser leur production à l'étranger à moindre coût, soit de fermer des usines. Le premier avion de fabrication chinoise a été présenté le lundi 2 novembre 2015. Les attentes sont grandes et le constructeur entend répondre à une demande intérieure en forte hausse. Le premier exemplaire du C919, le moyen courrier conçu par l'avionneur chinois Comac, pourra concurrencer l'A320 d'Airbus et le 737 de Boeing. Voilà ce qui a été dévoilé lundi dernier à Shanghai. Pour terminer sur le domaine aérien, on reparle de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, dans l'ouest de la France, dont les appels d'offres viennent d'être relancés. Suspendus depuis 2 ans, les marchés publics relatifs au démarrage des travaux du futur aéroport Notre-Dame-des-Landes près de Nantes ont été relancés par la préfecture de Loire-Atlantique. La décision, qui a été confirmée aux collectivités locales lors d'une réunion du comité de pilotage du projet, fait suite au rejet du recours environnementaux des opposants en juillet. Je cite: l'État a demandé au maître d'ouvrage de la future plateforme et de sa desserte routière de mettre en œuvre les démarches qui permettront de démarrer les travaux, a dit la préfecture dans un communiqué publié vendredi dernier. Je continue de citer. Cela se traduit en particulier par le règlement des indemnités d'expropriation, la reprise de relations avec les entreprises et le lancement des marchés spécialisés. Sachez que seuls 4 aéroports régionaux sont rentables aujourd'hui, celui de Toulouse, de Nice, de Marseille et de Lyon. Et 2 d'entre eux vont passer bientôt sous pavillon qatari. Alors en France, nous sommes les champions du monde des aéroports régionaux inutiles. Et par exemple, l'aéroport de Metz-Nancy a enregistré un déficit d'1 880 000 € en 2014. On passe à la surveillance de masse maintenant. On parle de la loi sur le renseignement qui a été votée au Parlement français et au Sénat. Et on parle d'une rustine qui a été ajoutée à la dernière minute de cette loi sur le renseignement. Il s'agit de la surveillance internationale. Dès sa présentation à l'hiver dernier, le projet de loi sur le renseignement avait mobilisé un vaste spectre d'opposants, des associations de défense des libertés aux hébergeurs d'Internet en passant par la défense des droits ou le Conseil national du numérique, puis provoqué de vifs débats au Parlement avant son adoption, certes à une large majorité. Le parcours de la proposition de loi sur la surveillance des communications électroniques internationales se poursuit, lui, dans une indifférence quasi générale. Si la surveillance de citoyens français sur le territoire national reste, fort heureusement, une affaire sensible, il n'en va pas de même pour l'espionnage du reste du monde. Le 1er octobre, le texte avait été voté dans une assemblée quasi vide, 8 députés présents, après tout juste 2 heures de discussion. Mardi dernier, les sénateurs un peu plus nombreux, une petite trentaine, estime l'écologiste Esther Benbassa, en ont débattu un quart d'heure de plus, avant de donner à leur tour, un peu avant minuit, leur aval à des mécanismes de surveillance massive des communications. Seuls les groupes écologistes et communistes ont appelé à s'y opposer. D'où vient cette proposition de loi ? Le 21 octobre dernier, le président de la commission des lois du Sénat, Philippe Bas, a présenté ce texte comme une queue de comète de la loi du renseignement. Et pour cause, la surveillance des communications internationales figurait bien au menu de la loi adoptée cet été. Mais dans sa décision de juillet, le Conseil constitutionnel a censuré ce chapitre qui renvoyait l'essentiel du dispositif à 2 décrets, dont un secret. Les sages ont estimé qu'en ne définissant ni les conditions d'exploitation, de conservation et de destruction des données collectées, ni les modalités du contrôle par le nouveau gendarme des écoutes, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, les parlementaires n'avaient tout bonnement pas fait leur travail. Il a donc fallu dans l'urgence dégainer une rustine. Ce sont les députés PS Patricia Adam et Philippe Nauch, la présidente et le vice-président de la commission de la défense, qui s'y sont collés début septembre. Comme l'avait relevé à l'époque nextimpact.com, un texte d'origine parlementaire est, à la différence d'un projet de gouvernement de loi, dispensé d'études d'impact. Et l'avis du Conseil d'État n'est pas obligatoire. Le président de l'Assemblée, Code Barthelone, ne l'a d'ailleurs pas saisi. Mais celui du Sénat, Gérard Larcher, l'a fait sur un texte très similaire déposé dans cet objectif par Philippe Bas. Je cite:
Quand la droite sénatoriale nous donne des leçons de procédure et parfois même de défense des libertés, cela ne manque pas de piquant, avait relevé le député EELV Sergio Coronado, très opposé au texte lors du débat à l'Assemblée. Un sujet que nous avons déjà évoqué sur notre antenne, mais qui devient effectif en France, il s'agit de la résolution BRDD pour Bank Recovery and Resolution Directive qui légalise la ponction bancaire en Europe et en France. La Commission européenne a annoncé le 29 octobre dernier qu'elle allait poursuivre devant la Cour européenne de justice 6 pays européens qui n'ont pas encore transposé dans leur droit national la directive sur le redressement des banques et la résolution de leurs défaillances. Autrement dit la BRRD pour Bank Recovery and Resolution Directive. Rappelons que cette directive permet, lorsqu'une banque fait faillite, de solliciter les actionnaires, ce qui est normal, ensuite les détenteurs d'obligations émises par la banque, normal aussi, et si cela ne suffit pas, voici l'innovation déterminante de cette directive, de ponctionner les comptes des clients, ce qui n'est rien d'autre qu'un vol légal, une remise en cause du droit de propriété, un véritable scandale. Normalement, seuls les comptes de plus de 100 000 € peuvent servir au renflouement, mais cette garantie s'avère illusoire et tous les épargnants seront évidemment touchés, comme nous l'expliquions récemment. Ces 6 pays sont la République tchèque, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie et la Suède. Il n'y a pas la France. Effectivement, nous avions laissé passer, cette transposition a déjà eu lieu, mais pas devant l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qui lui aurait assuré une publicité bienvenue par le citoyen épargnant et aussi très gênante pour le lobby bancaire et le pouvoir. Non, cela s'est simplement passé via une discrète ordonnance prise en catimini au cœur des vacances d'été le 20 août dernier. Chacun doit désormais le savoir, si votre banque fait faillite, elle aura légalement le droit de renflouer en puisant dans vos comptes, que ce soit en France ou très bientôt dans la totalité des pays européens. Et on termine cette vidéo avec le nouveau ministère de la Défense qui a été inauguré en grande pompe par notre président François Hollande, mais dont les coûts sont extravagants. Les militaires et agents du ministère n'ont pas attendu l'inauguration pour prendre possession des lieux. 85% des 9300 agents prévus sur le site sont déjà installés dans les 145 000 m² de bâtiments neufs qui rassembleront les états-majors des armées, la direction générale de l'armement et divers services du ministère. Depuis l'arrivée des pionniers en février dernier, les occupants vont de surprise en surprise. Il y a bien sûr les inévitables bugs des bâtiments flambant neufs, panne d'ascenseur, volets qui se ferment automatiquement en pleine réunion, problème de scan des plaques d'immatriculation à l'entrée du site, mais les agents ont surtout pu se familiariser avec les joyeusetés de la gestion du site en partenariat public-privé. Si le loyer annuel versé par le ministère, 154 millions d'euros, comprend la redevance immobilière, celle des systèmes d'information et des services, restauration, nettoyage, conciergerie, chaque modification des bureaux demandés fait l'objet d'une facturation supplémentaire. Et l'addition monte vite, à des niveaux astronomiques. Un général ayant demandé une modification du sens d'ouverture de la porte de son bureau a reçu un devis de 2000 €. Selon des devis refusés par les ministères, de Bouygues et de Thales, consultés par Challenge, l'installation d'une imprimante et d'un scanner était même proposée à 13 613,21 €. La répartition de la somme laisse songeur. 2 274 € pour la seule installation et 2 prises de courant, 3 194 € pour la maintenance des prises et la durée du restant du PPP, 26,5 années, et 8 146 € pour le matériel et sa maintenance sur 60 mois. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie tous ceux qui envoient des informations tout le long de la semaine. Je remercie tous ceux qui soutiennent financièrement l'agence Info Libre. Bien sûr, tous ceux qui sont abonnés à la lettre d'analyse et d'information libre. Je remercie tous les KissBankers, même si pour l'instant on n'obtient pas l'objectif que nous voulions. On en reparlera dans les prochains jours. Je vais vous donner rendez-vous sur le site de l'agence Info Libre, agenceinfolibre.fr. Sur le site, vous pourrez retrouver tous les liens de cette vidéo. Surtout, ne me faites pas confiance. Allez voir par vous-même ces liens. De même, certains se plaignent que certains posts sur Facebook ne sont pas visibles, etc. La solution, c'est d'aller voir par vous-même sur le site de l'agence Info Libre. Là, vous êtes sûr de trouver toutes les informations. Vous pouvez également nous suivre sur le Twitter, sur le Facebook bien sûr, sur la page YouTube et sur le Dailymotion. N'oubliez pas également, en complément des vidéos, des infos dont on parle peu, que je vous donne chaque semaine, que la lettre d'analyse et d'information libre est là pour vous mâcher le travail, pour que vous compreniez dans quel monde nous vivons. Et c'est également une manière de soutenir l'indépendance de l'agence Info Libre. Voilà, la lettre numéro 7 d'analyse d'information libre. Vous pouvez aller vous procurer cette lettre sur le site de l'agence Info Libre ou sur la boutique de l'agence Info Libre, boutique.agenceinfolibre.fr. Voilà, rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez bien informés. Ciao à tous.
Ah, le connard là, DHL. Là. Ok. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.